Donc, vous avez déjà eu la petite voix qui disait que ça enregistrait. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un collectif dont on est fier de faire partie, qui regroupe plusieurs associations donc, impliquées sur les sujets de la transition, du financement, des financements et territoires. Avec l'ANPP que je représente, avec le CLER, le CNFPT, la Fabrique écologique, FLAM, donc la Fédération des ALEC, France Angel, France FinTech, que nous avons aujourd'hui avec Florence en animation, et en fait l'association RAR, qui est le réseau des agences régionales de l'énergie. Et donc, nous avons proposé pour cette session 2025 une série de webinaires, dont le premier étant le crowdfunding au service des territoires. Alors, excuse-moi, Florent, je sais que c'était pas exactement le titre, mais en fait, voilà, qui est aujourd'hui sur la question du financement participatif. Donc, merci à tout ce collectif, justement, de s'impliquer dedans. Je vais laisser la parole à Florence, en fait, directrice adjointe de France FinTech, et je me tais, en fait, et j'animerai après, donc, soit au niveau des questions. Donc, bonjour à tous. Florence, je vous laisse le micro, chère madame. Merci beaucoup, Mickaël. Bonjour à tous et ravi d'être avec vous ce matin. Je vais à mon tour vous partager mon écran. Alors, comme l'a mentionné Michael, hop. La thématique de ce matin est un petit peu différente, mais on pourra parler des territoires évidemment, parce que crowdfunding et territoire, évidemment, c'est très lié. Mais voilà, on voulait vous parler ce matin du crowdfunding, rémunération en nature, pourquoi pas. C'est la thématique qu'on a choisie pour ce webinaire. Comme l'a dit Michael, n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaye d'être à l'affût sur le chat des questions que vous pouvez poser. Si jamais j'en rate parce que être à l'animation et à la surveillance du chat, parfois on peut rater, on peut passer à côté de questions. Donc n'hésitez pas à vous manifester en levant la main via la vignette, en réactivant vos micros. Euh, Hop. Je suis ravie du coup d'avoir avec moi pour vous parler de financement participatif ce matin Justine Perlette, j'adopte un projet, et Antoine Beignet de Mayday Mayday. Justine, Antoine, je vais vous laisser vous présenter dans 2 secondes, juste pour me présenter de manière très égoïste avant de vous laisser la main. Donc moi, je suis Florence, je suis DGA en charge du financement participatif et des relations institutionnelles chez France FinTech. France FinTech, c'est une association qui fête ses 10 ans cette année, association des FinTech françaises, donc au sens assez large, c'est-à-dire qu'on rassemble 350 FinTech et une centaine de partenaires sur 8 verticales différentes. Donc vous avez des acteurs, des acteurs de la gestion d'actifs, des acteurs du paiement, des acteurs de la technologie, de la régulation, de l'assurance, voilà, et du financement, et j'en passe. Et donc, au sein enfin, de cette association France FinTech, on a un collège financement participatif que j'ai le plaisir de piloter, et qui est issu de la fusion de l'association Financement Participatif France au sein de France FinTech. Voilà, on a fusionné des associations pour se renforcer. Justine, je te laisse, honneur aux dames, je te laisse la parole pour te présenter, et je me mets hop sur tes slides avant. Super. Merci Florence. Donc bonjour à toutes et tous. Je suis Justine Pelleray. Je représente donc la plateforme de financement participatif. J'adopte un projet dont je pilote la stratégie depuis maintenant 10 ans, parce qu'on a fêté nos 10 ans l'année dernière. Rapidement, donc on est une structure associative, une association de loi 1901 qui a été constituée de personnes morales, c'est-à-dire que dans notre gouvernance, on intègre des structures de l'écosystème entrepreneurial, donc soit des financeurs, soit des structures d'accompagnement. On a fait le choix il y a 10 ans d'opter pour une dimension stricto sensus régionale. On couvre la Nouvelle-Aquitaine, donc on a démarré nos activités au tout début hein, sur l'ex-Poitou-Charentes. Et aujourd'hui, on a bien évidemment la nouvelle dimension régionale suite à la loi NOTRe de Nouvelle-Aquitaine. Donc ça couvre aujourd'hui 12 départements. On intervient donc sur le financement participatif avec
vraiment sur le don avec prévente ou contrepartie. On ne vient pas agréger les autres systèmes de financement participatif, c'est-à-dire l'investissement et le prêt. Je ne sais plus, Florence a une diapo dessus, donc je n'entre pas dans le détail. Donc voilà, pour vous présenter rapidement la structure, est-ce que je vais plus loin ou est-ce que peut-être Antoine... Oui, je vais laisser la main à Antoine et puis en effet, je Ouais, reviendrai juste ouais, pour poser un peu le contexte de très bien. qu'est-ce que c'est le financement participatif, voilà, dans toute sa diversité. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis Antoine Besnier, le fondateur de Mayday Mayday, qui est le copilote de votre campagne de financement participatif. Il y a une slide, Florence, qui a pour idée, en tout cas, d'accompagner les porteurs de projets pour optimiser leurs chances de réussite grâce à un accompagnement personnalisé, un soutien permanent. Et tout ça, en fait, c'est l'expérience de plus de 2000 porteurs de projets accompagnés. Pour la plupart, pour être tout à fait honnête, lorsque j'étais chez KissKissBankBank, où j'ai travaillé un peu plus de 4 ans. Et aujourd'hui, je continue avec une expérience client beaucoup plus développée, parce que j'ai aussi plus de temps pour accompagner les gens. Quand je parle des gens, j'accompagne autant des particuliers, des associations, des entrepreneurs, des collectivités locales, des acteurs publics. Et la première étape de l'accompagnement, c'est de choisir la plateforme la plus appropriée pour son projet. Donc, ça pourrait être, j'adopte un projet, c'est un projet local, mais on va aussi sur des plateformes nationales ou internationales. Nationales, Ulule, avant KissKissBankBank, avant qu'elle soit fusionnée avec Ulule. Et ensuite, on a aussi d'autres plateformes locales que j'adopte un projet. Il peut y avoir Kengo en Bretagne et il y en a d'autres. Et également international, Kickstarter, Indiegogo, etc. Et j'accompagne les porteurs de projets sur plein de modèles de campagne. Je peux accompagner, je ne suis pas spécialisé, je peux accompagner autant un pot de fleurs composteur, un projet d'action féministe, un projet de livre, un projet de quelqu'un de connu ou moins. Voilà pour la pluralité des projets que j'accompagne. Merci beaucoup, Antoine. Alors, je vais revenir pour poser en effet le cadre et puis comprendre bien de quoi on parle. Je vais revenir sur c'est quoi le financement participatif, de quoi on parle. On parle en anglais de crowdfunding. Crowd, c'est la foule, funding, le financement. Et donc, c'est ce que ça veut dire. Enfin, on a traduit ça de manière un peu approximative par financement participatif en français. Mais le principe, c'est de rassembler des contributeurs autour d'un projet pour qu'ils puissent donner vie à ce projet via son financement. Et donc, le principe du financement participatif est en soi pas très nouveau, hein. On a dit que France Angels était parmi les membres du collectif et c'est un peu le principe, sauf que c'est peut-être plus abordable que des projets pour présentés auprès de Business Angels. On est sur une démocratisation justement du financement de projets en permettant à n'importe quel contributeur, en fonction des projets qui sont proposés, de financer voilà, un projet, une initiative qu'il a choisi de manière très transparente sur une plateforme de financement participatif. Et donc, on distingue trois grands métiers en fait dans l'univers du financement participatif. Et on va se focaliser ce matin sur le don, mais c'est important quand même d'avoir ça en tête, puisque finalement, quand on parle de crowdfunding, ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, il faut distinguer quand même différentes typologies de financement participatif. Donc, on a trois grands métiers, le don, le prêt et l'investissement. Sur le don, vous allez avoir le don très, très classique, sans contrepartie, sans prévente, qui est finalement plutôt adressé aux associations. Euh, et le principe des associations, c'est de digitaliser un peu leur campagne de collecte de dons. Vous allez avoir le don avec contrepartie, donc là, on y reviendra. Mais du coup, ça peut être des petits cadeaux, des partages d'expériences, ce qu'on appelle des goodies, hein, ça va être le stylo avec le logo du porteur de projet, etc. Voir la prévente, là, et on va aussi se concentrer aussi sur ce sujet-là, mais donc là, c'est plus une contrepartie symbolique, on est sur le produit ou le service qui sera commercialisé par le porteur de projet. Et donc en 2023, le financement participatif en dons, c'était 160 millions d'euros collectés, toutes plateformes confondues, sur le territoire français. C'est les chiffres 2023, on publie les chiffres 2024 mercredi, donc
je ne vais pas spoiler la publication très très prochaine du baromètre du crowdfunding. Mais voilà. Ensuite, vous avez le prêt, donc prêt non rémunéré, pas très développé en France en l'occurrence, ou le prêt rémunéré ou l'emprunt obligataire. Donc là, on est sur des porteurs de projets qui sont des entreprises, généralement qui ont 2, 3 années d'exercice comptable au moins pour avoir une capacité de remboursement. Et donc on n'est plus du tout sur des projets particuliers ou associatifs, mais sur des entreprises un peu plus établies. Et enfin, troisième typologie de financement, vous avez l'investissement en capital ou en royalties aussi à moindre mesure. Le royalties étant une redevance sur le chiffre d'affaires ce qui sera fait par l'entreprise. Et donc, investissement en capital, en fait, le principe est, encore une fois, de démocratiser l'investissement. Donc, moi, vous, n'importe qui peut, à partir de parfois 10 euros, plus généralement 100 euros, voire 1000 euros, mais quand même des tout petits tickets, devenir actionnaire d'une start-up, d'une entreprise sur une plateforme de financement participatif. Et je n'ai pas précisé le prêt en 2023, c'était 1,6 milliard d'euros collectés. Et l'investissement en capital en 2023, c'est 665 millions d'euros collectés. Donc, le financement participatif dans son ensemble, c'était un peu plus de 2 milliards d'euros collectés sur les plateformes de crowdfunding en France sur l'année 2023. Voilà pour poser un peu le cadre. Si vous avez des réactions à ce stade, n'hésitez pas à les mettre en chat ou à lever la main. Mais sinon, je vous propose de passer un peu plus dans le vif du sujet. Hop, pardon. Voilà, je vais nous remettre nos têtes. Euh, donc, on a vu en fait que le financement participatif s'est développé initialement, je parle de ça, on était en 2008, sur des projets un peu culturels ou solidaires, et il s'est développé sur vraiment une typologie d'acteurs très très variés, euh, et avec des formats de financement et des contreparties de plus en plus imaginatives. Du coup, est-ce que, Justine, toi, tu as vu justement cette évolution sur la plateforme J'adopte un projet, des typologies et du coup, est-ce que tu constates de ton côté de plus en plus de projets qui proposeraient des préventes euh, ou des contreparties en tout cas significatives et voilà, est-ce que tu peux nous faire Mm. Alors, juste peut-être pour vous expliquer un peu la typologie des projets qu'on accompagne sur J'adopte, on va avoir un pourcentage de projets associatifs importants, c'est-à-dire que à peu près 73% des projets qu'on a accompagnés en 2024 sont issus de l'économie sociale et solidaire. Alors, pas que des associations, il peut y avoir aussi des coopératives, mais en tout cas, 70% d'entre elles relèvent de l'ESS. Ce qui va forcément impliquer des contreparties particulières par rapport à un entrepreneur classique qui, lui, va produire un bien, un service, etc. Donc, nous, on va dire que la majeure partie des contreparties sont plutôt de l'ordre du symbolique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit remerciement, une carte postale, un badge pour vraiment marquer l'appartenance au projet. Euh, il y a beaucoup de projets sur l'outil qui vont jouer sur le côté un peu militantisme. Je défends un projet de territoire. C'est un projet demain auquel je vais aller consommer en tant que citoyen, citoyenne. Donc il y a vraiment ce côté un peu de symbole un peu marquant on a la même éthique, on partage les mêmes valeurs et donc je vais vous soutenir dans ce cadre-là. Et donc j'attends pas forcément quelque chose de j'attends pas forcément un produit en retour, mais vous avez toute mon attention et j'ai envie en fait de faire partie de l'aventure. Au niveau de la prévente, effectivement, tu le disais, il y a eu aussi cet essor de la finance participative sur les projets un peu culturels, artistiques, musicaux. Je donne souvent aux étudiants, alors maintenant ils n'ont plus la ref, ils sont trop jeunes, mais je leur dis tout le temps, vous vous rappelez le chanteur Emmanuel non, mince, même moi je me perds. Grégoire. Grégoire, merci. 1 plus 1 plus tout le monde, bah ça en fait, c'était étiqueté comme les internautes ont financé un album de musique. Et donc, je reprends ce secteur parce que finalement, ce sont des secteurs qui vont, le livre, la musique, facilement produire des biens et services et proposer de la prévente, donc de préacheter un bien sur la plateforme par le biais d'une contrepartie. On en a.
On en a de temps en temps. On a eu un super livre qui retraçait des témoignages de femmes, d'une quinzaine de témoignages de femmes. Donc, c'était illustré par une artiste. Enfin, voilà, c'était un bel objet. Et donc, ça, effectivement, ça a fait l'objet d'une prévente. D'ailleurs, ça a vraiment cartonné et les gens venaient contribuer pour effectivement avoir leur livre en retour. Donc, je dirais qu'il n'y a pas eu forcément de grosses évolutions parce que la typologie des entrepreneurs qu'on accompagne, elle n'a pas tant différé d'année en année. Par contre, ce que je vais noter peut-être en modification, c'est que post-Covid, on a eu un essor de contrepartie plutôt en proximité. C'est-à-dire que les porteurs de projets, spontanément, ont reproposé des choses en présentiel, assister à une conférence, venir visiter un lieu, ça existe toujours, mais il y a vraiment eu ce besoin de recréer du lien en direct avec les contributeurs après cette période. Voilà un petit peu ce que je peux apporter sur ta question. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, toi, Antoine, est-ce que tu vois aussi, parce que on a vu, alors je ne saurais plus dater enfin, le switch, ou en tout cas cette nouvelle offre faite par à la fois KissKissBankBank et Ulule, et je serais bien incapable de dire qui a proposé en premier, mais du coup, on a vu apparaître un nouveau format de campagne de financement participatif où on n'avait plus un objectif de collecte, mais un objectif de prévente. Est-ce que toi, tu peux nous faire un retour là-dessus, le pourquoi du comment peut-être, vu que tu as été un peu dans les coulisses? Bien sûr, bah, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, finalement, la prévente, elle a toujours été là sur les plateformes de financement participatif. C'est juste que les fonctionnalités n'étaient pas appropriées et d'ailleurs, elles sont toujours pas, si poussées que ça, en réalité. En fait, sur une plateforme de financement participatif, on expose généralement un objectif en euros, pardon, avec un montant. Mais ce qui a changé là, finalement, c'est l'affichage. Mais les porteurs de projets, en fait, faisaient déjà avec en disant: «Bon, bah, voilà, si on atteint 30 préventes», mais l'objectif était quand même affiché en euros. Là, aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'on peut collecter avec un nombre de préventes, mais ça reste évidemment un montant en euros, collecté, derrière. Après, ça colle à un besoin, je pense qui se manifeste de plus en plus vis-à-vis, des projets, plus green, notamment. Par exemple, dans le secteur de la mode, on veut, mieux produire et juste produire le bon nombre de quantités. J'ai une marque de t-shirt, typiquement, bah, je veux savoir exactement et je peux, via le nombre de préventes, que j'aurais eu, bah, aller voir mon fournisseur et lui dire: «Voilà, j'ai fait tant de préventes, donc on produit tant». Après on peut évidemment toujours avoir une petite marge de manœuvre, notamment pour le SAV et cetera. Mais en tout cas, on va pas se retrouver avec, 100, 200, voire 1000 t-shirts supplémentaires, sur les bras, et du coup, on n'est pas dans les logiques de fast fashion et de surproduction, même si produire plus, ça coûte moins cher. Voilà et ensuite, on le voit aussi sur, plein d'autres projets parce qu'en fait, et ça a ouvert, je pense, le marché parce qu'il y a plein de porteurs de projets, je pense à des marques plus matures qui voulaient pas, collecter en euros. En tout cas, ils voulaient pas parler d'argent avec leur audience donc grâce à la prévente et cet affichage, ils ont pu, faire des collectes, différentes, notamment pour événementialiser le lancement d'une collection, célébrer quelque chose ou tester aussi un nouveau marché, une nouvelle branche, pour leur marque et après quand je disais que les fonctionnalités n'étaient pas encore si poussées que ça, c'est qu'aujourd'hui, on parle une adaptation sur l'affichage, on parle d'options de contrepartie qui ont été ajoutées. Par exemple, bah, je vends un t-shirt, il y a les tailles, mais on peut mettre, plein d'autres choses, hein. Là, j'ai une campagne sur une pâte à tartiner, on en reparlera parce qu'il y a une slide dessus. Bah, on peut choisir si on veut la cuillère ou le couteau pour étaler sa pâte à tartiner dans les options. Il y a aussi des options payantes sur certaines plateformes. Par exemple, un t-shirt, je pourrais pourquoi pas ajouter une broderie, payante. Ça peut être, quelque chose, une vente additionnelle, comme on pourrait l'appeler. Et également, ce qui a changé et ce qui tend à évoluer, ce sont les modes de livraison qui s'adaptent, de plus en plus. Je pense à Ulule, qui vient d'ajouter, Mondial Relais et qui est une solution de dernier kilomètre qui est plutôt intéressante parce que les frais de port sont de plus en plus, coûteux, pour les porteurs de projets. On l'a vu récemment avec une porteuse de projet, que j'accompagne également, c'est un magazine qui s'appelle Premier Exemplaire. La porteuse de projet est basée à Toulouse. C'est un super magazine photo et en fait, les frais de port étaient plus chers que le magazine photo lui-même
et Mondial Relay a pu limiter en tout cas l'impact prix pour le contributeur, ce qui est quand même important parce que ce qui peut créer une déperdition sur le panier. Mais en tout cas, je sais pas, enfin non, c'est pas que je sais pas, c'est que pour l'instant, les campagnes de prévente ne sont pas majoritaires, mais en tout cas, les chiffres et la présence de ces campagnes de prévente ne font que d'évoluer pour le coup. Mais finalement, à t'écouter, crowdfunding, c'est petit à petit déplacé sur de la marketplace. En fait, on est plus. Quelle est la différence entre Ulule, KissKissBankBank et compagnie et une plateforme type Etsy qui permet finalement d'acheter un produit ou un service? C'est une très bonne question que tu poses parce qu'effectivement, la différence, elle se voit de moins en moins. Après, moi, je vois ça comme une événementialisation. Il y a quand même une durée qui est collée à tout ça. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs on utilise le terme mener campagne. En moyenne, une campagne, en tout cas les miennes, elles durent 30 jours. Tu me diras, Justine, c'est à peu près pareil chez toi. L'idée, c'est d'événementialiser, de créer un temps fort pour sa marque et de mener cette campagne sur ce temps relativement court et d'avoir un vrai marqueur, c'est ça qui différencie. Et aussi, pourquoi pas, d'avoir des offres early birds. Early birds, c'est privilégier les premiers contributeurs, par exemple, de dire, bon, bah voilà, les 50 premiers seront récompensés. Et ce qui est plutôt bien, parce que généralement, les plateformes de crowdfunding, pour la plupart, ont un principe de tout ou rien. Donc, ça permet de créer de la pression sociale, en tout cas de pousser des gens à réduire leur temps de réflexion et à remplir le restaurant. Parce que le fléau d'une campagne, moi j'aime le dire, c'est enfin, c'est pas positif, mais c'est l'effet de restaurant vide, c'est-à-dire, c'est quand on commence sa campagne et qu'on a 2, 5, 10%, bah, ça donne pas confiance aux gens et on a plutôt un comportement de suiveur. On regarde vachement ce qui se passe et c'est comme quand on dit, «Je vous rappelle», bah, là, c'est pareil, mais je reviendrai pas sur la page. Il y a peu de chance, en tout cas. Donc on essaie de remplir le restaurant le plus vite pour rassurer les gens et en tout cas, oui, il y a toutes ces mécaniques très propres au financement participatif quand même qui existent et qui font qu'il peut, continuer, d'exister, pour longtemps et qu'il y a pas forcément sur des vrais, marketplaces, même si c'est vrai qu'on pourrait, confondre les 2 aujourd'hui. Mhm. Je rajouterais peut-être, tu vois, sur la différence, pour moi, il y a un élément qui est essentiel, c'est la transparence. Quand le porteur de projet va être dans une campagne de financement participatif et que justement il va aborder la question des coûts, aujourd'hui, à part quelques marques très très engagées, tu n'as pas le détail. C'est-à-dire que là, ils vont avoir vraiment leur camembert en disant, OK, en fait, moi, enfin, ma logistique, c'est tant, mon marketing, c'est tant, ma communication, c'est tant, l'envoi, ce sera tant, etc. Et ça, pour l'utilisateur et du coup, enfin, si on peut l'appeler le consommateur, c'est hyper important parce qu'en fait, il a vraiment une vision globale de ce que va coûter le produit. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on demande systématiquement en termes de transparence vis-à-vis des contributeurs. Donc, je dirais que ça fait la différence aussi sur le marketplace. Tu rentres ton produit dans le panier, hop, tu payes et voilà, tu n'as pas forcément d'autres explications que celle-ci. Et puis, la différence, en tout cas, pas forcément pour le consommateur, mais pour le porteur de projet, c'est surtout de venir sécuriser une démarche. C'est-à-dire que demain, il explique hein, sa paire de chaussures. J'ai en tête, bah, d'ailleurs, c'était Antoine, je pense, sur Ulule, la basket vegan Zeta, qui avait fait une campagne de folie. En gros, elle annonçait direct que bah, il y avait un délai en fait entre le moment où on préachetait et où on allait recevoir la basket. Et donc, dans ce délai-là, elle, ça lui permet d'encaisser aussi la campagne de financement participatif pour commencer à payer ses premiers sous-traitants. Et ça, pour le porteur de projet, bah, ça a vraiment un impact. Voilà, il n'a pas besoin, enfin, il n'a pas besoin d'avoir une trésorerie démesurée pour pouvoir commencer la production. Donc, je dirais que pour moi, c'est les deux choses un peu différentes. Et puis, j'aimerais quand même penser que sur les plateformes de financement participatif, les contributeurs viennent aussi par valeur et par éthique en fait du projet. Tu te poses peut-être moins de questions quand tu vas voilà, sur une marketplace classique pour acheter ton produit. Oui, Et- c'est un super rebond que tu as fait parce qu'effectivement, on s'intéresse aussi. En fait, on parle pas de la même manière à un potentiel contributeur qu'à un consommateur final sur une marketplace. Effectivement, on va être beaucoup plus sensible à l'histoire, on va être beaucoup plus transparent. Et puis même, en fait, on parle de point de contact, c'est-à-dire que normalement, sur une marketplace, le point de contact, c'est souvent, bien souvent,
un focus sur le produit. Alors que là, ça peut être l'histoire du porteur de projet. Je sais pas, en ce moment, il y a le phénomène depuis ces dernières années, pardon, des déviations. Je peux avoir été une prof d'espagnol qui devient savonnière et ça peut me parler. J'ai envie de soutenir cette personne. Le projet, il est local et je le vois vachement sur la page projet. Ça peut être un point de contact. En fait, il y a beaucoup plus de raisons de contribuer à un projet sur une plateforme de crowdfunding qu'une marketplace. Et ensuite, quand on contribue sur une plateforme de crowdfunding, pour moi, c'est qu'on n'a pas envie d'être n'importe qui pour le projet. On ne soutient pas qu'un produit, on soutient l'aventure entrepreneuriale. Et puis on n'est pas sur Amazon, hein. De toute façon, on ne va pas recevoir sa contrepartie en 24-48 heures. Souvent, il y a un Oui. on parle de délai de livraison estimé parce que là, on ne parle pas d'un projet qui est forcément concrétisé. En fait, c'est la foule, c'est grâce à la foule, à Jean-Marc qui met 10, à Justine qui met 50, à Florence qui met 100. Et ça, plus ça, plus ça, à la fin, ça va faire beaucoup. Et permettre de concrétiser le projet. C'est ça l'essence même du financement participatif, c'est-à-dire redonner du pouvoir sur son argent. Donc, quand on est contributeur, on a envie aussi de faire exister un projet, de contribuer à, et ça change aussi la manière de s'adresser quand on écrit ses textes pour s'adresser à cette audience particulière. Et Justine, enfin, Antoine évoquait le phénomène du restaurant vide. Toi, est-ce que... et en fait, c'est une réalité qui me semble être importante aussi dans le financement participatif et qui, comme moi j'en discute et j'imagine vous aussi, avec des porteurs de projets, je les préviens quand même qu'en fait, on n'est pas sur du financement. Il n'y a pas des généreux enfin, donateurs qui attendent que votre projet soit mis en ligne pour aller donner 100 euros. Enfin, ça n'existe pas. Si, ça peut exister, mais bon, il ne faut pas trop compter là-dessus quand même. Ça demande à un porteur de projet de mobiliser sa propre communauté. Et il est vrai que, et peut-être c'est le biais, quand on a un porteur de projet part de 0 100 en étant très déconnecté des réseaux sociaux, bon, c'est peut-être pas le crowdfunding n'est pas forcément le meilleur outil de financement de son projet. Mais du coup, vous, au sein de J'adopte un projet, comment est-ce que vous voyez justement la mobilisation quelle est la part ce qu'on appelle le premier cercle, donc c'est les proches, les amis du porteur de projet, par rapport à la campagne de financement participatif? Écoute, ça suit exactement les mêmes codes que les plateformes nationales, hein. Comme tu le disais très bien, en fait, le projet, il a beau avoir une belle histoire à raconter, des belles images, des belles contreparties. Si personne n'est au courant qu'il est en ligne, clairement, ça ne se finance pas. Moi, j'ai tendance à être dans un discours assez pessimiste auprès des porteurs de projets en leur disant, attention, en fait, enfin, à la fin, il y a 80% des contributeurs que vous allez connaître. Parce qu'encore une fois, nous, on n'est pas sur des produits, enfin des campagnes qui sont ultra marketées, où tu peux aller chercher, où tu as des budgets de folie pour aller chercher un consommateur lambda. Donc nous, on les prépare. C'est pour ça qu'il y a un gros parcours d'accompagnement quand ils entrent avec nous sur J'adopte pour travailler le réseau, pour travailler la communication, pour travailler la stratégie de mobilisation. Et je dirais que bah, il y a toujours des déçus en fait, hein. À un moment donné, il y a beau y avoir 150 contributeurs, ben, il y a peut-être allez, 20 personnes qui ne savent pas trop identifier, mais la majeure partie des gens qui vont contribuer, ça reste quand même des gens du réseau, en fait. Et puis, je contrebalancerai juste un tout petit peu ce que tu disais sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas la norme non plus, mais on a eu des projets, notamment dans le milieu du bien manger, de l'agriculture, où ils étaient complètement déconnectés des réseaux sociaux et par contre, ils avaient une communauté de folie derrière et finalement, ça ne les a pas arrêtés pour contribuer. Donc en fait, ils n'ont jamais fait une com sur Facebook, parce que de toute façon, ils n'avaient pas de page Facebook et ça s'est quand même financé. Mais effectivement, ce que tu pointes, c'est vrai que pour diffuser le message, les réseaux sociaux vont être hyper importants. Après, aujourd'hui, c'est quand même assez difficile de capter combien de personnes vont vraiment passer à l'acte après avoir vu une publication Facebook ou après avoir, par exemple, cliqué sur un lien Insta. Euh, et ça, on le voit notamment quand on les incite à faire des relations presse. Alors, ils sont hyper contents parce que c'est des exercices, hein, d'aller parler dans une radio locale. Enfin, voilà, ils sont très heureux de l'exercice. Néanmoins, il n'y a pas forcément
de contribution directe suite à ces passages radio ou médias. Alors peut-être parce que, encore une fois, on est, nous, sur voilà, des projets qui demandent quand même, enfin, c'est des projets d'engagement. Donc derrière, la structure, elle va, je sais pas, elle va accueillir des femmes qui sont victimes de violences. Ça va être un projet peut-être qui va collecter des coquilles d'huile pour les rebroyer et puis faire appel à une structure d'insertion pour faire cette logistique de collecte de déchets. Donc, si tu veux, bon, toi, tu vas récupérer peut-être ton petit sac de coquilles broyées. Donc, si tu as un jardin, c'est cool parce que le pH de ta terre, elle va être meilleure. Mais disons que tu vois, c'est pas On forcément apprend des le choses. le bénéficiaire final, si tu veux. Euh, il, euh, il est pas, enfin, c'est pas toi, en fait. C'est pas forcément du grand public. En tout cas, leur réaction de territoire, c'est pas celle-ci. Euh, voilà. Donc, non, c'est vraiment le réseau qui vient. Et 80%, encore des fois, c'est 100%, quoi. Ouais. Antoine, peut-être, toi, tu as peut-être une vision un peu plus projet grand public projet grand public et à destination des consommateurs euh, directs et finaux, peut-être plus que les projets sur J'adopte. Ouais, bah, sur le nombre de campagnes, effectivement, j'en ai vu passer des campagnes très différentes. Après, oui, l'idée d'une campagne de crowdfunding n'est pas de faire un hold-up familial. Mais moi, souvent dans l'accompagnement, c'est là où j'essaie de professionnaliser une campagne, c'est qu'on on me pose souvent cette question, mais combien je vais avoir? Moi, je dis, mais je peux pas te répondre comme ça, ce serait pas professionnel de te répondre. Et en fait, le premier exercice qu'on fait, c'est de la cartographie de communauté. Et la cartographie de communauté, c'est bête et méchant, hein. Après, je propose une base saine, très, très bien faite, mais c'est en liste, c'est proche. Et ensuite, en fait, la première étape, c'est d'identifier, de répertorier. La deuxième, c'est de jauger. Et moi, j'aime jauger avec une vision pessimiste et optimiste, ce qui permet à la fin de faire une moyenne, de déterminer un objectif, etc. et de se rassurer. Mais effectivement, au début, une campagne, ça marche avec, en fait, ça se diffuse en 3 cercles. C'est le cercle 1, le noyau dur, le cercle proche, la famille, les amis. Cercle 2, les amis d'amis. Le cercle 3, le bouche à oreille, les relations presse, l'influence, ça peut être plein de choses. Après, moi, j'ai des campagnes qui effectivement ont fait 80% de cercle proche et des campagnes qui ont fait 80% de grand public. C'est le cas d'une campagne que j'accompagne en ce moment qui est en ligne sur Ulule. Après, oui, souvent, on commence avec son réseau à soi. Ensuite, bah, on pousse aussi, en tout cas, moi, j'aide les porteurs de projets à éditorialiser leur réseau pour créer des passerelles. Après, aujourd'hui, ça demande énormément de travail parce que c'est la vidéo qui est le format le plus poussé par les plateformes. Donc, ça demande beaucoup de boulot aussi. Et puis, il ne faut pas faire n'importe quoi. Enfin, il ne faut pas être ridicule. Après, ça dépend de son projet, le ton qu'on adopte. Mais ensuite, oui, ça peut être des relations presse, de l'influence. Mais ça, c'est très, très éreintant comme exercice parce que c'est un exercice avec peu de, en fait, les porteurs de projets vont tenter beaucoup d'approches pour peu de réponses. Après, il peut y avoir une réponse qui soit un véritable bingo et qui soit hyper porteur pour la campagne. Et après, il y a aussi la visibilité que peut donner les plateformes, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, c'est ce que je dis à mes porteurs de projets. Moi, je suis toujours, je réutilise le mot de Justine assez pessimiste en disant, oui, potentiellement, votre campagne, ce sera beaucoup de cercles proches. Ensuite, la plateforme ne fait pas la campagne. Les newsletters, c'est pas pour tout le monde, mais si vous l'avez, c'est cool. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais en tout cas, c'est un exercice où il faut partir pessimiste parce qu'il faut déterminer l'objectif le plus raisonnable que possible afin de se donner toutes les chances de l'atteindre. Après, moi, je vous avoue, je suis plutôt dans une logique d'explosion que d'atteindre simplement. Si vous allez vous balader sur n'importe quelle plateforme, vous voyez un porteur de projet qui a terminé à 100% tout pile sur le fil, c'est qu'il a bien galéré Et et qui qu'il y a peut-être mis peut-être, les quelques derniers euros et ben pour voilà, arriver. j'allais y venir, Florence, peut-être qu'effectivement, il a ajouté les derniers euros. Après, les derniers euros, c'est combien? Je sais pas, mais en tout cas, oui, je rebondis sur un truc que tu disais, Florence, tout à l'heure. Les plateformes de crowdfunding, il y a personne qui se balade en disant, oh, bah, tiens, combien je vais donner aujourd'hui? Ça, c'est une croyance populaire.
Après, il y a peut-être quand même des petites thématiques, genre le cinéma, la musique, etc., où il y a des gens qui se Ouais, les jeux disent, vidéo, je pense qu'il y a quelques ouais, communautés d'aficionados quand même dans certains effectivement, cercles. il y a des contributeurs, j'aime les appeler serial contributeurs, les fidèles des plateformes qui veillent sur cette thématique. Et après, on peut avoir des super surprises. Là, toujours la campagne sur laquelle je suis en ce moment, on a eu un billet de 500 euros. On sait pas qui c'est. 500 euros, c'est une belle contribution. C'est de la bonne love money. C'est le projet de la pâte à tartiner? Ouais, exactement. Ok, Ouais, ben je vais mettre les slides comme ça si tu peux nous en parler un peu. ouais. Donc effectivement, c'est une campagne accompagnée par Mayday Mayday en ce moment. Pardon, Donc, juste Antoine, je vois que Mickaël a levé la main et peut-être avant de passer sur le projet concret, est-ce que pardon Mickaël... sur Michael. Oui, j'avais une question par rapport au profil des personnes qui sont connectées. Est-ce que vous accompagnez également la sphère publique, en fait, des collectivités sur justement des financements participatifs? Est-ce que vous auriez des conseils également sur des types de projets qui seraient peut-être plus aisément mobilisables? Est-ce que, voilà, en tout cas, des préconisations, on va dire. On a déjà fait avec Florence, en fait, des webinaires sur le financement participatif. De mémoire, en fait, il fallait un petit peu mettre en récit, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire financer des choses, je dirais, de fonctionnement, mais plutôt comment dire, des projets liés au patrimoine qui sont assez mobilisateurs en règle générale. Voilà, donc comment dire, être précis, pas être trop gourmand non plus par rapport à l'ambition de ce financement-là, mais qu'on prenne plutôt comme une excuse à la mobilisation en fait, du territoire plutôt qu'en fait à une vraie source de financement. Voilà, mais vous pouvez parler de la pâte à tartiner. D'ailleurs, j'ai pas pris mon petit déj ce matin, ça me donne faim. Mais est-ce que, voilà, parler de ces sujets-là aussi. Alors nous, on travaille avec les territoires depuis 10 ans, hein. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement avec l'écosystème. Alors là, on entraîne les territoires avec nous, c'est-à-dire qu'on les implique dans leur stratégie USS, à porter un outil de développement de ces structures-là en s'associant aux citoyens dans le financement des projets. Donc, 1 euro citoyen amène 1 euro de la collectivité et peut-être 1 euro privé si on arrive à aller chercher des partenaires privés. Donc, on les amène avec nous dans ce système-là. Et puis, bah, Antoine, vous avez, vous, accompagné par contre Bordeaux Métropole sur du mécénat aussi pendant quelques années. Donc, je te laisse peut-être... parce que nous, on a eu des cas de... c'est déjà arrivé, mais on a toujours... parce qu'on avait accompagné le musée de la BD à Angoulême. Et finalement, enfin, ça n'a pas été une très belle réussite, hein, parce qu'il y avait eu beaucoup de services autour, et puis voilà, la campagne n'avait pas vraiment été prise en fait en main par la structure, donc voilà, ça nous a pas euh, incité non plus à aller chercher les collectivités, parce que c'est pareil, un passage en fait, il y a des normes, hein, c'est-à-dire qu'on doit un peu whitelister le porteur de projet et passer en KYC 2 à une collectivité, c'est beaucoup plus compliqué qu'un entrepreneur classique. Mais Antoine, peut-être je te laisse sur Bordeaux nos métropoles notamment. Qu'est-ce qui... Ouais, bah effectivement, je vais bien en parler parce que j'avais oublié que je les avais accompagnés moi-même. Effectivement, moi j'ai accompagné beaucoup de collectivités acteurs publics et je continue de le faire pour Mayday Mayday en créant des dispositifs, des cohortes. C'est-à-dire, bah, c'est pas j'accompagne un seul porteur de projet, c'est là, je fais toute une promotion de 10 personnes, je fais des masterclass, etc. Ce qui est commandé parfois par des collectivités, mais exactement pour Bordeaux Métropole, bah, là, c'était lié à des sujets de restauration d'œuvres, à la plantation d'arbres. Il y avait pas mal de choses et l'idée, bah, c'était d'initier une campagne nationale en partenariat avec une plateforme nationale. On a dupliqué le format avec la MEL, la Métropole européenne de Lille. Là, on avait un appel à projet beaucoup plus dans l'économie sociale et solidaire. Donc, on peut aussi déterminer une thématique. Et également, on l'a fait avec Rouen Métropole et moi, j'ai fait aussi avec d'autres acteurs publics du genre des agences de tourisme du territoire, notamment en Cher, en pleine diagonale du vide. Et là, c'était extrêmement intéressant. L'idée, c'était vraiment de dynamiser, de pousser des porteurs de projets. Et ce qui est intéressant dans ce genre de dispositif, alors les porteurs de projets étaient plutôt étonnés. Là, c'est pas la métropole, enfin l'acteur public doublé, contrairement à ce qui se fait sur J'adopte. Mais là, c'était, bah, ils payaient la communication, tout le package.
c'est-à-dire campagne d'affichage sur les JC Deco, les abribus, ce qui est plutôt cher. Donc, on voyait les porteurs de projets vraiment en gros sur les abribus. Ensuite, il y avait aussi un budget d'ads, la publicité en ligne sur Facebook, Instagram, la production de la vidéo de la campagne, qui est plutôt onéreuse si on passe par un professionnel. Et ensuite, un accompagnement beaucoup plus poussé, parce que, en tout cas, moi, à l'époque, quand j'étais chez KissKissBankBank, un porteur de projet lambda, sur ce type de projet, il était accompagné par quelqu'un de junior ou plutôt des templates, alors que là, il avait vraiment quelqu'un de senior. En l'occurrence, c'était moi qui me déplaçais et qui faisait le job de l'accompagnement. Donc voilà, en fait, avec les collectivités, on parle vraiment de co-création de dispositifs, de campagnes particulières, et cetera. On essaie de voir plus grand aussi pour que ça ait un impact politique sur ces différents territoires, hein, disons les choses, ouais. Est-ce que ça répond à ta question, Michael? Ouais. Et il y a un commentaire aussi d'Isabelle qui dit que la commune rurale de Glanges a collecté sur Vilise, donc plateforme dédiée aux collectivités, 65 000 euros pour un prêt participatif. C'est un projet qui, me semble, devait réhabiliter un bâtiment pour en faire un espace médicalisé. Et qui, si je ne m'abuse, a été coup de cœur du baromètre du crowdfunding l'année dernière et qu'on avait déjà présenté par ailleurs dans un webinaire précédent, il me semble. Mais il y a des beaux projets aussi de collectivités territoriales, effectivement. Et comme le soulignait Justine, c'est aussi des projets qui sont plus longs à mettre en place. Et les plateformes qui accompagnent les projets portés effectivement par les collectivités territoriales. Donc, on va avoir Vilise qui sont sur du prêt. Et c'est pas inintéressant comme format puisque on va avoir finalement une rémunération des citoyens. Enfin, en fait, plutôt que, je vais caricaturer un peu, mais plutôt que de rémunérer la banque, la collectivité territoriale rémunère ses propres habitants sur un projet qu'elle a autofinancé. Donc, il y a quelque chose d'assez collectif et valorisant et démocratique aussi, puisque le principe est un peu via le financement, de donner sa voix à un projet porté par le territoire. Et puis, vous avez aussi Collecticity qui propose des projets en don et en prêt. Et puis KissKissBankBank aussi, qui a pas mal, qui s'est pas mal, alors sur le don uniquement, mais qui s'est pas mal aussi axé sur le financement de projets portés par les collectivités. Mais c'est vrai que, enfin, j'ai à peu près, je pense, cité quand même les trois plateformes qui travaillent avec les collectivités territoriales, parce que le fait est que c'est du temps long. Et donc voilà, donc ça demande un peu de spécificité, de spécialisation du projet. Et alors, il y a Isabelle et Michael qui vous donnent les liens de tout ça dans le chat. Ah, incroyable, c'est très collaboratif ce webinaire. Antoine, je te repasse la main peut-être pour illustrer avec un exemple, enfin avec l'exemple de la pâte à tartiner, quelle contrepartie on peut imaginer et voilà, et à quoi peut Ouais. ressembler une campagne. Bon, j'en ai accompagné beaucoup, mais c'est un exemple d'actualité. Il est en ce moment en cours sur Ulule. Donc, en plus, si vous souhaitez vous procurer votre pot de tête à tartiner, je suis un bon VRP, elles vont être contentes. Et c'est le moment. En plus, vous pouvez avoir un petit acte d'achat impulsif. C'est pas trop cher comme projet, donc c'est plutôt bien. Là, typiquement, on est sur Julia et Chloé, qui sont deux Lyonnaises. Et qui ont lancé qui ont un profil d'ingénieur et qui ont voulu lancer leur propre pot de pâte à tartiner pour aller sur ce fameux marché du Nutella qui n'est pas un produit responsable. Et là, la promesse, c'est d'avoir une pâte à tartiner sans cacao, mais qui a une saveur de choco-noisette. Donc, c'est le choc sans cacao, comme elles aiment à l'appeler. Donc là, on est sur une campagne qui réussit, hein, parce que bon, on a mis un objectif bas en nombre de préventes, faut le dire, mais en tout cas, là, on est vraiment sur une explosion de la campagne il reste 16 jours et elles vont dépasser les 1000 préventes. Pour vous dire quand même en nombre d'euros, là, actuellement, bon, c'est une campagne assez moyenne, mais c'est un peu plus de 10 000 euros collectés. Le projet s'appelle Épate-moi. Elles avaient lancé leur projet en local
dans la région lyonnaise. Et l'idée, c'était de lancer une campagne nationale pour faire connaître leurs produits, donc d'épater toute la France. C'est un peu le nom de la campagne qu'on a donné aussi auprès des journalistes qu'on est en train d'approcher. Et là, la prévente, c'était super adapté parce que pour un lancement national, chacun comme ça, elles ne sont pas référencées dans les épiceries de toutes les régions, etc., ou des distributeurs plus connus. Et en fait, ce qui permet de prévendre là où on veut dans l'Hexagone. Et aussi, c'est privilégier les contributeurs parce que le pot de pâte à tartiner est un petit peu moins cher pour les contributeurs. Et ensuite, il y a des contreparties supplémentaires, genre rejoindre un groupe WhatsApp pour faire partie dans une communauté pour faire partie des bêta-testeurs sur les nouveaux produits ou échanger ses recettes avec cette pâte à tartiner. Donc ça donne aussi un sentiment d'appartenance au projet, ça peut créer un lien communautaire. En fait, on ne veut pas être n'importe qui quand on contribue. Et ensuite, il y a des partenariats de contrepartie, notamment avec Marlette pour faire des crêpes, parce qu'il y avait la Chandeleur qui était d'actualité, et pour elle, c'est toute l'année la Chandeleur finalement. Et ensuite, avec Réussite, je ne sais plus comment on dit, pour avoir une cuillère ou un couteau pour étaler sa pâte et étaler Épate-moi dans toute la France. Et ensuite, il y a pas mal d'autres contreparties. Mais en tout cas, les contreparties, elles visent autant les particuliers avec un nombre de pots raisonnable de 1 à 3, voire plus. Et ensuite aussi des commerçants qui voudraient réserver leur carton de 23 pots à tarif privilégié lors de la campagne. Voilà l'objet de cette campagne. Après, il y a plein de raisons de faire une campagne de prévente, mais là, typiquement, on est sur je souhaite déployer mon produit, faire un lancement national et le crowdfunding, en tout cas Ulule est une plateforme adaptée pour ça. Elles ont été poussées par la newsletter. Il y a eu une magie de la newsletter là, qui est arrivée. Il y a des grosses audiences derrière et je pense qu'il y a des audiences affinitaires sur ce genre de plateforme. Donc, c'est aussi ce qui a fonctionné. Et un acte d'achat Financièrement, impulsif. vous avez vu le pic de collecte au moment où la newsletter a été diffusée? Ouais. Oui. Carrément, la newsletter est passée il y a 2-3 jours. Elles étaient à 300%. Elles sont aujourd'hui à Ah, 896. oui. Voilà. Oui, gros pouvoir de Euh, la communauté quand même. Ouais, après, disons que le pouvoir de la communauté, oui, mais c'est que là, on est sur le produit parfait en termes d'audience affinitaire sur ce type de plateforme. Le produit n'est pas trop cher, donc on peut se laisser tenter. On est sur un produit aussi qui rappelle beaucoup de souvenirs. Est-ce que c'est les souvenirs du papa qui tartinait la petite tartine le matin, ou est-ce que c'est le souvenir du goûter? En tout cas, c'est un souvenir aussi gourmand. Voilà, Michael avait très envie de pâte à tartiner tout à l'heure, donc j'espère qu'il est en train de sortir sa carte bleue. Quand on l'entend pas. Mais il y a plein de raisons, plein de bonnes raisons de contribuer à ce projet. Et en termes de communication, elles ont, vu que l'idée c'est d'épater toute la France, toutes les semaines, elles font un petit récap en Reels sur Instagram et qu'elles dupliquent sur TikTok, où elles ont une carte à gratter et via l'export des contributeurs, elles sont capables de savoir d'où viennent les contributeurs et à chaque fois elles disent bon voilà, là on n'a pas de Normands, donc il nous faut des Normands parce qu'on veut vraiment épater toute la France. Donc voilà, là c'est carrément une idée de déploiement national et aussi de véritable campagne de communication, parce que avant même des contributions, en fait, on communique, on crée de la conversation, du trafic, on espère, et ensuite de la conversion grâce à une contribution. Mais ça, il y a un gros parcours de clics avant d'y arriver, parce que c'est pas parce qu'il y a du trafic qu'il y a automatiquement de la contribution, mais plus il y en a, plus il y a de chances d'en avoir, en gros. Ouais, c'est intéressant parce que ton exemple illustre bien aussi que ça peut être du partage d'expérience. Et là, on a voilà, une communauté euh, de, 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 de personnes qui vont utiliser la pâte à tartiner pour faire des recettes, de partage de partage d'expérience et de création d'une communauté en effet très effective. Justine, est-ce que toi, tu as pu voir de ton côté des projets avec des contreparties ou des préventes un peu originales est-ce que tu as des... Bah, ce que je disais tout à l'heure, nous, on va avoir plusieurs types de contreparties, du symbolique, on va avoir de l'expérientiel aussi. J'avais mis une petite capture d'un brasseur
Donc, c'est un projet qui s'appelle la Nobilienne, qui permettait, je crois, pour 400 € ou plus, de venir vraiment faire son brassin, récupérer ses 20 litres de bière, etc. Donc, ça, c'est des choses qui marchent très bien. C'est des bonnes idées cadeaux aussi, des choses qu'on offre à des proches, surtout bah, quand ça coïncide avec des moments de fête comme à l'approche de Noël, par exemple. Et puis j'adore cette contrepartie pour 10 millions en fait aussi. D'ailleurs, c'est une brasserie artisanale, un tour en fusée avec spectacle de claquettes des Pirates du Clin, donc ça c'est leur nom. Un pack de 24 Cronenbourg, donc ça c'est la petite blagounette par rapport au fait que c'est de la bière artisanale, et votre nom dans la brasserie. Donc il y a aussi ce côté, en fait les contreparties, elles vont vraiment coller aussi au storytelling, au ton que vont adopter les porteurs de projets. Et on leur dit tout le temps, mais rêvez en fait, même si vous proposez des choses qui sont beaucoup plus chères, faites-vous plaisir et quelqu'un prend cette contrepartie, c'est super, personne ne la prend, c'est pas grave. Donc en fait, New on life, je aime. serais bien Ouais, emmerdée que quelqu'un la prenne. Mais... ouais, on est d'accord. On est d'accord. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est aussi que ça colle à leur manière de voir le projet et à la manière dont ils ont envie de récompenser aussi les soutiens. Je vous ai mis une petite capture de Anu, le fameux recueil qu'on a accompagné fin d'année dernière, donc avec ces illustrations de femmes qui sont couplées avec des fleurs, des vraies fleurs, voilà, qui a vraiment bien fonctionné aussi. Euh, Après, Antoine, je sais pas toi, mais quand même, je trouve qu'on a atteint aussi un plafond où c'est compliqué d'aller chercher de la contrepartie exceptionnelle, quoi. Bon, on a fait un peu le tour, ça fait 15 ans que la finance participative, hein, tu vois, alors on leur demande hein, d'aller s'inspirer aussi de d'autres projets parce que ouais, c'est OK en fait, ils ont le droit d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, ça met aussi la créativité en marche. Mais c'est vrai que, Après, euh, ouais. ouais, Non, vas-y. après, parfois, ce qui fonctionne n'est pas non plus ce qui est toujours hyper original et créatif, mais juste, ça me faisait penser à Wine Funding, plateforme dédiée à l'univers du vin. Et là, on est plutôt dans l'univers du prêt. Et en fait, là où c'est intéressant comme type de contrepartie en nature, justement, enfin de rémunération en nature, c'est que donc vous êtes remboursé de votre prêt parce que c'est un contrat de prêt. En revanche, les intérêts, vous sont versés en bouteilles de vin. Donc, c'est pas forcément très créatif, mais c'est assez. Enfin, disons que ça parle et du coup, ça a sa petite Un originalité petit quand effet, même ouais, et son petit succès parce que finalement, on est content d'être rémunéré en Et vin. parce qu'on est un pays de bons vivants aussi. aussi. Mais non, non, mais en tout cas, le plafond, oui, j'avoue que des fois, c'est compliqué en termes de créativité et on s'inspire des autres et aussi, il y a ChatGPT aussi qui nous aide un petit peu, disant les choses. Après, l'idée, c'est d'être toujours cohérent, mais moi, c'est marrant, Florence, parce qu'au début, tu parlais de le goodies, le stylo, et cetera. Moi, c'est interdit chez mes porteurs Mm. de projets de faire ça. Nous Aujourd'hui, aussi, hein. C'est pas le très stylo, écologique et tendance du coup. bah, oui, il y a ça, le stylo, le tote bag, le mug, c'est pas possible, parce que c'est vu et revu et le tote bag était une bonne idée avant et ne l'est plus maintenant. On a tous dit chez soi, c'est pas sauf s'il est extrêmement bien produit, qu'il y a une belle création dessus, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, on tend plus, en tout cas moi j'essaye plus d'aller sur des contreparties, peut-être un peu plus avec un effet moi je brille en société, c'est-à-dire, moi je fais adopter beaucoup de choses, des chaises, des arbres, des marches, des bouts de murs, et en fait les contributeurs vont avoir, bah, je sais pas, j'avais un restaurant là il y a pas longtemps, un restaurant street food, donc il y avait 10 tabourets, on a fait adopter les 10 tabourets, hem ou même on peut en parler, j'avais une tour à sauver, la tour des Fiefs à Sancerre. Bon, le pauvre gardien, je lui ai fait compter les marches, il y en avait 193. On a fait adopter les 193 marches pour 100 €, avec symboliquement avec le certificat d'adoption, donc on envoyait quand même une trace, ce qui est beaucoup plus concret d'adopter une étoile dans la galaxie ou un terrain en Écosse, je crois. Et ça marche et même la chaise, l'idée, c'est qu'on puisse graver le nom du contributeur et c'est pas parce qu'il y a marqué Johnny dessus qu'on peut pas s'asseoir. Et en tout cas, il y a ce côté moi-je quand on va aller avec quelqu'un dans ce lieu, on va dire: «Tiens, regarde, il y a mon nom» et ça, les gens adorent et je trouve que c'est une expérience complète parce que, bah, on va dans le lieu, on va passer du temps, on va rencontrer le fondateur, enfin ou la fondatrice. C'est ce sur quoi moi j'essaie d'aller,
de plus en plus parce que je trouve, et en tout cas pour moi, c'est le secret d'une bonne campagne. Enfin, il y en a plein d'autres. C'est l'attention qu'on porte aux gens. Et plus on met d'attention aux contreparties, et plus il y a de chances qu'elles soient des leviers de contribution. Après, des fois, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être si créatif que ça. C'est peut-être juste dans les mots, trouver la bonne description. Mais j'ouvre un restaurant, bah, on s'attend à avoir un repas, en fait. Donc, et les mécaniques, souvent, c'est bah, si quelqu'un réserve un repas, moi, je vais dire à mes porteurs de projet, contacte toutes les personnes qui ont réservé un repas en disant bah, ce serait triste de venir manger tout seul. Et elles vont ramener un plus un plus 2 sur la campagne. Ouais, non, mais c'est intéressant et en fait, on a le financement participatif qui s'est énormément développé parce que digitalisation et du coup, ça permet d'aller chercher des communautés un peu plus larges néanmoins. Mais on voit bien que dans les contreparties, dans les préventes, enfin, il y a quand même un retour un peu au contact et au partage, ouais, au partage d'expérience, à l'humain, à la valorisation du contributeur en tant que personne. Donc, c'est intéressant de voir un peu ce retour aux sources malgré la digitalisation de l'outil de financement. Et peut-être, Euh, Florence, dans la même lignée de ce que tu es en train de dire aussi, hein, on a aussi une proportion de personnes qui ne demandent pas de contrepartie. C'est-à-dire qu'ils vont contribuer, ça va être un don libre, mais il n'y a pas de volonté de recevoir quelque chose. Donc il y a ça, et il y a ceux qui spontanément vont cocher la contrepartie et à terme, en fait, vont laisser la contrepartie. Donc on va dire que tout comme on a l'impression que la défiscalisation, par exemple, je contribue à un projet parce que je peux défiscaliser, je contribue à un projet parce que je peux récupérer la contrepartie, bah, en fait, non, ça, c'est pas ça peut être des points d'accroche, peut-être pour des gens qui, en fin d'année, veulent voilà, défiscaliser un peu, mais c'est finalement un peu des croyances aussi de se dire c'est la contrepartie qui va déclencher le don. Euh, Sauf encore une fois, je mets des mesures parce que, par exemple, la pâte à tartiner, bah, clairement, tu vas aller chercher ta contrepartie parce que tu as envie de goûter, en fait, te dire, ah ok, en fait, il n'y a pas de cacao. Attends. D'ailleurs, Antoine, je vais à Lyon dans 2 semaines, donc je compte bien m'approvisionner. Tu me donneras les listes où elles Génial. sont. Il y en a, ouais. Mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi être conscient que finalement, c'est pas toujours un point d'accroche et que les gens, s'ils ont un petit plus, ils sont contents. Mais en gros, comme disait Antoine, c'est aussi le côté appartenance au projet. On rentre dans l'aventure, on soutient un projet de territoire et voilà, on y va, quoi. euh, on arrive un peu au bout. André, je vois que tu lèves la main, je te laisse poser la Oui, question. brève intervention. Si on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'on est passé d'une situation où on se méfiait du choix des individus porteurs de projets et épargnants. Tout ça a été interdit, ces relations directes, à une situation de confiance où les personnes peuvent choisir sans passer par des intermédiaires, comment ch- financer et engager leur épargne, comme ils peuvent choisir par ailleurs avec le participatif démocratique, sans passer forcément par des représentants. Et ça, c'est quand même une évolution de fond très importante, et le pari a été réussi, parce qu'on pensait que la liberté de placer son épargne, ça allait amener des risques pour l'épargne, pour l'épargnant, pour la confiance publique. Et en vérité, il n'y a pas eu de catastrophe de ce type-là. Et c'est un mouvement quand même très important. Il y a plusieurs millions de personnes qui financent chaque année des projets. Et c'est une transformation sociale de fond qui renforce la place de l'individu. Donc ça, c'est intéressant. Et pour revenir sur le point récemment abordé sur les contreparties, il y a des études là-dessus qui montrent que quelquefois les contreparties sont dissuasives. Donc effectivement, les gens, ils veulent être pleinement responsables. Donc c'est plutôt rassurant sur le comportement des personnes et des groupes par rapport au projet. Merci, oui, merci André. Alors, il y a une question, mais je suis pas. Vous seriez-il possible de parler de l'outil fonds de dotation territoriale où la collecte de fonds privés est attachée à une dimension territoriale? Je pense qu'on s'éloigne un petit peu du sujet là et qu'on n'a pas forcément les bons experts, euh, Mais peut-être, Isabelle, si vous voulez qu'on échange, on a un exemple de fonds de dotation territoriale sur la Vienne. On peut en échanger, enfin, on peut s'échanger les coordonnées s'il y a besoin d'en discuter, si Oui, vous le oui, je souhaitez. veux bien parce qu'au départ, c'est vrai que comme l'avait rappelé Michael, le titre, c'était vraiment sur le financement territorial attaché à un territoire. Et je pensais justement au départ qu'on serait plus sur un webinaire qui serait attaché à ce type d'outil.
Bon, en tout cas, si jamais, c'est aussi une typologie de porteurs de projet que j'accompagne, hein, les collectivités, acteurs publics. Donc, n'hésite pas, Isabelle, à passer par mon site et à réserver un échange. Ça ne coûte rien. Voilà. On pourra refaire des webinaires plus axés territorial, mais c'est vrai que comme c'était déjà la thématique du dernier webinaire qu'on avait organisé, on a voulu un peu changer d'axe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que certains veulent, voilà, ont des questions à poser ou juste un retour d'expérience à partager? Je pense qu'on était plutôt en fait comment dire, à une immersion dans le sujet qui n'est pas comment dire, fréquemment mobilisé de notre côté, en fait, du côté territorial. Et en fait, je pense qu'il y a un côté découverte en fait et immersion dans cet écosystème qui nous est pas forcément familier. Je dis nous parce que du coup, enfin, par rapport nous territoire, mais je vois qu'il y a Anne autour de la table, enfin, il y a pour Leclerc aussi. C'était vraiment pour se familiariser avec ce sujet. Donc, ça a pleinement rempli sa mission. Merci Florence et à tous les deux, Justine Antoine. Peut-être juste enfin, si vous voulez avoir un mot de la fin, Justine et Antoine, sur peut-être un peu sur c'est quoi vos bonnes pratiques à destination enfin, votre meilleur conseil ou oui, c'est ça, votre meilleur conseil à destination d'un porteur de projet ou d'un acteur qui accompagne territorial, qui accompagne des porteurs de projet sur son territoire et qui souhaite se lancer dans le financement participatif. Moi, je vais en donner un parmi beaucoup d'autres, mais je trouve que le moment où on souhaite lancer la campagne, il est à calculer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois dans une phase de travaux pour son projet, lancer sa campagne, être en train de négocier la garantie bancaire, le prêt bancaire, etc. Enfin, il y a un moment pour tout, et ce moment, il faut l'étudier et trouver la période la plus propice pour le projet pour se lancer. Je donnerai celui-ci. Moi, je compléterai par une campagne de crowdfunding. On va pas se le cacher, c'est un exercice stressant, mais tout autant excitant. Et en tout cas, il faut pas négliger son importance. C'est que moi, j'aime le rappeler, c'est que c'est pas déjà la plateforme qui fait la campagne. Et ensuite, c'est que vous allez devoir mener une véritable campagne et que ça s'improvise pas. Donc, en fait, c'est un exercice qui mérite une préparation avec ou sans accompagnement, hein. Il y a beaucoup de ressources aussi sur les internets aujourd'hui. Mais en tout cas, une campagne réussie, c'est chouette, c'est une preuve sociale, mais une campagne pas réussie, ça reste référencé pendant des années et ça se voit et ce serait dommage d'avoir un échec qui traîne alors que avec une bonne stratégie, ça peut être optimisé, tout ça. Et ensuite, si j'en donne un 2e, mais c'est juste rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un exercice qui doit être pour moi bourré d'attention, de toutes parts, autant sur les contreparties, la page, avoir quelque chose de digeste et ensuite, bah, essayer de s'adresser et de donner une plus-value à ceux qui croient en premier pour la plupart, au projet, quoi. Voilà. Merci beaucoup Antoine et Justine pour ces bons conseils. C'est vrai que, enfin, tu l'as mentionné, mais embarquer, enfin, si vous devez mener un projet et un projet territorial enfin, sur votre territoire, embarquer vos équipes. Voilà, il faut être en effet tous mobilisés et tous être impliqués et avoir envie, parce que si vous êtes tout seul à vouloir mener ce projet, ça risque d'être chronophage, d'être fatigant et d'être déceptif. Donc, ne pas hésiter en effet à vraiment vous faire accompagner, alors, enfin, soit par un tiers, mais déjà en interne, de ne pas être seul à porter ce projet et de mener campagne avec toute votre équipe mobilisable. Merci encore, Justine et Antoine, pour vos retours d'expérience. Merci à tous de vous être connectés ce matin pour entendre parler du financement participatif. J'espère que vous avez pu apprendre des choses ou en tout cas passer un bon moment avec nous. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Prenez soin de vous et passez un bon week-end. À bientôt. Week-end. Au revoir.